Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des favoris pour le trophée de rookie de l'année, de Josh Giddey, très en forme ces derniers temps avant sa blessure à la cheville côté Bulls, et on va également parler de la défense des Lakers. Avec qui ? Avec Charles évidemment. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Ah Charlie, pour parler des Lakers, ça y a du monde. Hein, Ah bah ça... T'es toujours au rendez-vous pour parler des Los Angeles Lakers. Alors, pas que. En plus on va en parler en bien donc... Ça va te faire du mal ça, non ? Un petit peu, mais bon. Mais non, on est sur un cas d'école qui est quand même absolument fascinant et j'ai hâte d'avoir ton opinion là-dessus. On va quand même parler vite fait de l'actu pour commencer. Stephen Curry qui est devenu la nuit dernière face aux Kings de Sacramento le premier joueur de l'histoire de la NBA à dépasser la barre des 4003 points inscrits en carrière. La star des Warriors qui fête ses 37 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Steph. Et loin devant le second sur la liste, James Harden qui compte 3124 tirs primés longue distance. Voilà. Steph Curry, joueur révolutionnaire, même si voilà, il y a beaucoup l'accusent aujourd'hui d'avoir fait de cette ligue une ligue où on shoot que à 3 points, ce qui est totalement faux, mais c'est la caricature qu'on fait aujourd'hui. Ouais, bah plus grand shooter de l'histoire. Hein. Il a tellement marqué sa génération et son époque. Tu l'as dit, il a contribué à cette révolution du jeu. Alors c'est évidemment pas le seul, et les coachs aussi ont une grande responsabilité. Mais si les coachs ont autant fait évoluer leur modèle et leur schéma offensif, c'est aussi grâce à l'apparition de joueurs comme Steph Curry. Voilà, c'est un des plus grands de l'histoire, et pas seulement au shoot. Il a une carrière et un palmarès absolument extraordinaire. Voilà, je suis très 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 heureux d'avoir eu la chance de pouvoir voir l'intégralité de la carrière de Steph Curry. Tu vois, c'est un peu comme LeBron, c'est vraiment des joueurs où je m'estime chanceux d'avoir pu voir toute leur carrière. Je parlais avec un pote l'autre jour de la série documentaire sur Netflix. Je sais pas si tu as eu l'occasion de la regarder un petit peu sur le tournoi olympique à Paris. Et on reparlait justement du fait, parce que lui, son fils qui joue au basket, son fils, il a 6 ans, il joue au basket, il est fan de Stephen Curry, il adore Stephen Curry. Je comprends. Et ce qui est très, très drôle, c'est quand il repense, les perfs de Curry contre la Serbie en demi-finale et contre la France en finale, je veux dire, sans lui, je pense que les Américains, ils passent pas le... Je suis pas sûr qu'ils passent la Serbie. Il a été quand même absolument dramatiquement décisif pour la team USA cet été, quoi. Ouais, bien sûr. C'est quand même complètement fou quand il repense. Il a marqué, ses shoots sont fous. C'est fou furieux. Ouais, mais c'est ce qu'il a fait toute sa carrière, en fait, ce mec-là. Oui, complètement. Pour les Warriors, tu vois. Je veux dire que beaucoup de gens, notamment les détracteurs de Stephen Curry, ont toujours dit, ouais, il est où le shoot décisif de Curry? C'est quoi son moment où il a vraiment pesé sur une rencontre, sur un résultat? Et là, le mec, coup sur coup, au JO, il nous sort deux shoots, des shoots lunaires, quoi. Mais c'est clair que ça fait plaisir aussi. En fait, pour nous, fans de NBA, qui sommes habitués à voir les exploits hallucinants de Steph Curry depuis des années et des années, ces performances au JO, elles étaient aussi importantes dans le sens où, moi, tu vois, j'ai plein de gens autour de moi qui aiment bien le basket, qui regardent de très loin, mais qui suivent pas vraiment la NBA. Et tous ces mecs-là, ils entendent les discussions autour de Steph Curry, de comment il a révolutionné le jeu, de qu'est-ce qu'il représente pour cette génération et pour cette époque. Et le fait de le voir sortir des performances comme ça face aux yeux du monde entier à des heures où tout le monde regarde, ben c'est aussi extrêmement important, et ça fait plaisir. Ouais, et puis à un moment où c'était absolument vital pour l'équipe américaine de marquer des paniers à ce moment-là, quoi. Et la légende de Steph Curry, elle est d'autant plus importante. C'est comme tu l'as dit, en fait, c'est trop facile de s'identifier à Steph Curry parce que, bah, tu vois, moi je mesure 1m85. Si je vois Steph Curry sur un parquet, j'ai pas l'impression de voir un extraterrestre, tu vois. J'ai pas l'impression de voir un mec qui est physiquement sur un autre modèle que moi, en fait. Alors je te dis pas du tout que je peux faire ce que fait Steph Curry, évidemment que non, jamais de la vie. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de s'identifier à un mec qui n'a pas l'air dont les qualités ne reposent pas avant tout sur ses capacités physiques, quoi. C'est assez drôle parce que ma fille, qui est pas fan de basket à proprement parler, elle suit un peu la NBA. Est-ce qu'elle est obligée à cause de moi? Parce qu'il y a souvent des matchs à la maison. La Donc pollution. donc elle est toujours, elle tombe souvent sur des rencontres et elle est assez adorable pour s'intéresser à ce qui intéresse son père.
Donc, elle est mignonne pour ça. Et donc, elle sait que je suis fan de Nikola Jokic, mais je sais que les matchs où elle est tombée, où il y avait Stephen Curry, très naturellement, elle est attirée par le jeu d'un mec comme ça. Ouais, Elle le trouve, elle trouve que ce qu'il fait sur un terrain, c'est tout de suite ça lui saute aux yeux en fait, que ce joueur est pas comme les autres, qu'il a quelque chose d'exceptionnel en fait. ouais, par le Et jeu c'est et par amusant, l'attitude. En fait, le tout à fait, bonheur de Steph Curry d'être sur un parquet, il transpire à chaque match. Et ça, c'est génial. tout à fait. Fin de saison pour De'Aaron Fox, côté des Spurs, qui va se faire opérer du petit doigt. Depuis le début de la saison, il jouait avec une luxation du petit doigt à la main gauche. La période de convalescence étant assez élevée pour ce type d'intervention chirurgicale, il a donc été jugé préférable de s'en occuper immédiatement au moment où les Spurs ne jouent plus pour une qualification au play-in, afin de s'assurer qu'il sera prêt au début de la saison prochaine. Et pour les Spurs, on espère que ce début de saison prochaine se passera avec Victor Wembanyama définitivement remis Oui. et éventuellement Greg Popovich en forme, peu importe s'il coach ou pas, mais en tout cas avec Greg Popovich qui pourra annoncer ce qu'il compte faire pour la suite de sa carrière, y mettre un terme ou continuer, on verra bien. Mais voilà, donc voilà, Fox qui vient de débarquer, qui s'en va. Ouais, bah écoute, c'est anecdotique parce que la fin de Oui, saison des Spurs est enfin, elle est pas anecdotique du tout la fin de saison des Spurs, c'est pas vrai. Ça va être l'occasion de responsabilité des jeunes, de donner encore plus. Bah, par exemple, un mec comme Stephen Castle, dont on va sûrement parler après, tout ça à va fait. aussi lui permettre de voir à quel point on peut se reposer déjà sur ce mec-là. Comment est-ce qu'il a les épaules pour prendre plus d'ampleur dans le jeu déjà. Pour dire Aaron Fox, écoute, bah c'est bien en fait. L'objectif c'est la saison prochaine. Tu l'as dit, on croise les doigts pour que Wembanyama soit là, pour que De'Aaron Fox soit là, pour que tout aille bien, que tout se passe bien, que Greg Popovich, qu'on ait au moins des nouvelles rassurantes et qu'on soit serein sur sa situation. C'est la saison prochaine qui est importante pour les Spurs, c'est pas du tout cette fin de saison-là. Donc voilà. Pourtant, les Suns essayent de maintenir une ouverture pour les Spurs jusqu'au bout, en perdant les matchs et tout ça. Allez-y les gars, passez-nous devant, putain. Vous pouvez le faire. Bilal Koulibaly, lui aussi, a mis un point final à sa saison aux Wizards après sa blessure aux ischio-jambiers face aux Raptors, qui heureusement ne nécessitera pas de chirurgie. Cela reste un coup d'arrêt non négligeable dans son développement, surtout qu'il commence à montrer des belles progressions à la passe dans la création ces derniers temps. Et ce, malgré son manque de régularité dans ses performances. C'est un peu le problème de Koulibaly encore. Vu la chute, j'ai l'impression qu'il s'en sort bien, Charlie. Parce que franchement, quand tu vois la vidéo, Ouais, ça fait peur. ça te prend au trip, quoi. Ouais, ça fait un peu peur, je suis d'accord. C'est dans ces moments-là que je me dis, ouais, mais vraiment, ces mecs-là et nous ne sommes pas dans le même moule. Parce que je pense que moi, je prends un truc comme ça, le verdict n'est pas le même. Tu ne marches plus pendant 3 mois. Ouais, probablement, ouais. Probablement. Bah écoute, ouais, c'est dommage parce qu'effectivement, il est à un âge où on a envie qu'il joue le plus possible pour progresser. Sa saison, elle est déjà très belle. Il a fait des progrès dans quasiment tous les secteurs. C'est dommage, mais bon, écoute, il est dans une équipe qui n'est pas pressée, donc on va voir. Mais en fait, je sais pas du tout. On sait si, est-ce qu'on connaît un peu le timing parce qu'il y a quand même l'Euro, il me semble, dans quelques, enfin, au mois de septembre. Bah, à partir du moment où il n'y a pas de chirurgie, ça devrait pouvoir se remettre. Apparemment, il va quand même voyager avec l'équipe et ainsi de suite. Ok, Donc donc ça devrait c'est pas pas. gravissime, et j'ai Ouais. l'impression qu'en quelques semaines, ça devrait être réglé. Là, ils ont décidé en tout cas de fermer sa saison. Donc ça veut dire que là, la saison se termine dans un mois. Donc, Ouais, donc il pourrait être là en septembre si en cas d'Euro avec les Bleus, quoi. à mon avis, oui, largement. Ok. C'est ça que la bonne nouvelle, c'est que la chirurgie n'est pas nécessaire, effectivement. Hmm. Et quand tu écoutes Brian Keefe, tout ça, il a quand même été très élogieux envers Bilal Koulibaly sur sa progression, sur le travail qu'il fournit à l'entraînement. Donc c'est plutôt encourageant tout ça. Ouais, À New York, alors, j'ai pensé à toi et je me suis tapé des barres de rire, Charlie. Il y a Michael Bridges, je sais pas c'est si tu as magnifique, c'est suivi, magnifique, bien sûr, mais oui, j'ai suivi, oui. absolument énorme. Michael Bridges a évoqué lors d'une conversation avec la presse euh, qu'il avait discuté avec Todd Thibodeau sur les minutes jouées et le fait que le temps de jeu pouvait être parfois trop élevé, que les remplaçants méritaient plus de minutes de jeu
quand cela était possible, que ça aidait le niveau de jeu général de l'équipe parce que ça permet aux titulaires d'être un peu plus reposés, aux joueurs du banc d'avoir un peu plus de minutes et de se sentir un peu plus confortable sur le terrain. Bizarrement, Tom Thibodeau, quand il a été interrogé par la presse, a nié qu'une telle conversation avait eu lieu. C'est complètement lunaire parce que c'est drôle. Ce qui est très drôle là-dedans, c'est que donc c'est la réputation de Tom Thibodeau, juste ou pas juste. Alors si tu regardes les chiffres, c'est dans le top 10, il y a 3 joueurs des Knicks qui sont là. Il y a Josh Hart, Michael Bridges qui sont en première position avec 37,9 minutes par match. OG Anunoby est 6e avec 36,7 minutes par match. Tom Thibodeau a notamment pointé du doigt que depuis début janvier, les minutes de Michael Bridges avaient baissé. Ce qui est vrai, si tu regardes les chiffres, c'est tout à fait vrai. On peut aussi expliquer le fait qu'il y a quand même pas mal de blessures dans la saison des Knicks, donc il a dû faire appel à ses titulaires un peu plus, effectivement, parce que notamment Deuce McBride ou Precious Achiuwa ont manqué du temps. Landry Shamet a été absent jusqu'à fin décembre en raison d'une blessure à l'épaule. Mitchell Robinson vient à peine de faire son retour, donc quelque part il y a des circonstances qui expliquent le pourquoi du comment. Mais c'est la réputation de Tom Thibodeau est ainsi faite que toute cette histoire, je la trouve comique et révélatrice. Bah déjà, je suis désolé, mais sa réputation n'est absolument pas usurpée. En moyenne, les titulaires de New York jouent quasiment, je crois que c'est quasiment 6 ou plus, ouais, plus de 6 minutes par match par rapport à la moyenne des titulaires de la ligue. C'est absolument énorme. C'est très drôle que ça vienne de Michael Bridges parce que c'est un peu l'Iron Man, donc c'est bien que ça vienne de lui. On peut pas trop lui reprocher de dire ça parce qu'il a envie de rien foutre. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il était déjà premier de l'NBA en termes de minutes jouées, en termes de total minutes jouées, quand il était à Phoenix en Ouais. 2021-2022, en 2022-2023, entre Phoenix et Brooklyn. C'est un joueur qui a toujours eu un taux, une présence sur le parquet élevée en vérité. Ouais, et franchement, en fait, c'est à la fois drôle et pas drôle, en fait, parce que je sais pas, elle est belle cette équipe de New York, tu vois. Elle peut avoir des ambitions, en fait. On sait jamais comment ça va se passer en playoff. Il peut y avoir des blessés et tout. Enfin, c'est quand même une équipe qui a vraiment une carte à jouer. Et si c'est encore une fois gâché parce que les mecs arrivent à bout de souffle au moment des playoffs, que il y a des blessures qui sont causées par le niveau de fatigue, ça va vraiment être frustrant. Et en fait, dans la déclaration de Michael Bridges, il y a presque, alors je vais pas dire que c'est une critique contre Thibodeau, mais tu sais, quand il explique quand Michael Bridges explique qu'il y a vraiment les titulaires jouent trop, Tout à fait. il a cette petite phrase sur le fait que Thibodeau s'enferme lui-même dans ses habitudes, qu'en Ouais, fait presque il devient une caricature de lui-même parce qu'au final c'est tout ce ça. qu'il veut c'est que le mec en forme et que le mec qui joue bien reste sur le parquet. En fait, il se laisse emporter par le match et l'instant sans penser au long terme, en fait. C'est ça qu'il dit en substance, j'ai l'impression. Bah ouais, mais je suis désolé, mais c'est une énorme pierre dans le jardin de Thibodeau en fait. Mais C'est complètement, puisque c'est son boulot, catastrophique. justement, de Eh oui. prévoir l'avenir, en fait. Évidemment, c'est une composante, et d'autant plus en configuration de play-off, où les matchs ne sont pas juste des confrontations uniques, c'est des séries au meilleur. Enfin, c'est dingue en fait, c'est absolument dingue de dire ça, et surtout pour un coach qui a l'expérience de Thibodeau. On n'est pas en train de parler d'un coach rookie, donc ouais, c'est un peu chiant. Et franchement, moi je vais être très clair, hein, si les playoffs ils se passent mal à côté Knicks à cause de blessures, bah, j'espère que la saison prochaine sur le banc des Knicks, ça serait quelqu'un d'autre que Thibodeau, parce que je retire pas du tout ses qualités intrinsèques. Je Ouais. sais que tout ce qu'il a fait à New York, c'est remarquable, hein, c'est absolument génial. Cette équipe aujourd'hui, si elle en est là, ça lui doit beaucoup. Mais ce défaut-là, il est trop rédhibitoire si tu veux être ambitieux en NBA en 2025. C'est trop important que tes joueurs arrivent en forme. En même temps, Charlie, l'an dernier, par exemple, quand il y avait moins de problèmes de blessures côté Knicks, du moins pendant la régulière, Oui, pendant la ils avaient régulière. que 2 joueurs qui étaient dans le top 20 des minutes jouées par match. C'était Julius Randle et Jalen Brunson, qui étaient 15e et 16e. Et Brunson et Josh Hart étaient les seuls joueurs de New York qui étaient dans le top 40 des minutes jouées par match Ok, mais globalement, pendant la saison. Donc, un fan de New York pourrait te dire, ouais, mais attends, ça prouve que non. c'est pas tant que ça un problème. Bah non, je suis pas d'accord, parce que en fait, c'est une tendance lourde dans la carrière de Thibodeau. Moi, je veux bien que tu me cites une saison où Thibodeau l'a pas trop fait, mais moi, je peux t'en citer 10 où il l'a trop fait, en fait, tu vois. Ouais.
Donc, Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, j'ai trop vu des joueurs à chaque fois qui jouaient sous Thibodeau, et oui, et attention, moi, notamment des matchs où ils mettaient une volée à l'équipe adverse et t'étais encore là avec les titulaires à jouer à 200% d'énergie, alors que bon, et il n'y a j'insiste sur un aucune truc, utilité que ça se passe, quoi. moi, Thibodeau est un coach que j'apprécie vraiment, hein. J'aime bien le jeu de ses équipes. C'est vraiment un coach que j'ai aimé suivre dans sa carrière NBA. Je demande pas du tout sa tête pour le plaisir de demander sa tête. En fait, je dis simplement, si on se retrouve encore dans cette configuration-là, bah c'est trop pénalisant en fait. C'est juste trop pénalisant pour ces équipes. Ouais. Il a sorti New York du marasme dans lequel il se trouvait, donc Bien je sûr, pense, je pense super. qu'aucun fan des Knicks ne souhaite actuellement le départ de Thibodeau. En tout cas, je trouve que cette sortie de Michael Bridges et l'incompréhension qui s'est... Quand tu vois la conférence de presse de Thibodeau, c'est pas, il n'y a pas un malaise, mais tu sens qu'il aime pas être questionné sur ce truc-là. Ah bah bien sûr, ça aussi c'est une tendance lourde dans sa carrière, hein. Il aime pas du tout qu'on lui fasse cette réflexion-là. Oui, qu'on le remette en question Ouais, sur cette question-là, c'est fou. ouais, ouais. Donc, ouais, c'est beaucoup de questions dans mon truc. Euh, je voulais te parler vite fait du truc qui m'a un peu agacé il y a une semaine. C'est au moment où on enregistrait, enfin vu qu'on avait enregistré le lendemain, je crois, enfin le soir, Ouais, et le le jeu. match se jouait dans la nuit, et c'est le lendemain qu'on a appris ça. LeBron James qui allait voir Stephen A. Smith pendant le match face à New York pour aller râler parce que soi-disant Stephen A. Smith avait critiqué son fils et qu'il n'a pas supporté ça. Euh, je t'avouerai que ça m'a saoulé ce truc-là. Je trouve ça ridicule, Complètement. grotesque de la part de LeBron James. Je veux dire, tout dans cette histoire de Bronny James, il y a rien, enfin non, plutôt rien dans cette histoire de Bronny James en NBA ne va en fait. Et ça, c'est le dernier épisode en date qui fait que je me dis que c'est vraiment une pollution absolument auto-infligée par LeBron James tout seul comme un grand. Il a imposé son fils dans la ligue, imposé son fils aux Lakers. Et le fait qu'il soit pas en mesure ni capable de le reconnaître, qu'il n'assume pas ce truc-là, encore une fois, encore un truc qu'il n'assume pas quelque part, qu'il vienne prendre à partie Stephen A. Smith devant les caméras, en sachant très bien que les caméras filment, en sachant très bien que ça va être un moment médiatique repris, commenté partout, tout le temps, que ça va être que ça va devenir un sujet qui va faire le tour du monde. Il le sait pertinemment, c'est évident. Enfin, je veux dire, euh, qu'ensuite il y a tout ce bordel de Stephen A. Smith qui est là à expliquer ouais non mais c'est le père qui s'est exprimé, c'est pas le joueur, ainsi de suite. À partir du moment où Bronny James est un joueur NBA, c'est normal qu'il fasse l'objet de critiques. C'est normal que des commentateurs analysent son jeu et disent ce qu'ils en pensent. Si on en est Oui. rendu au niveau où LeBron James ne supporte pas qu'aucun commentateur de NBA dise quoi que ce soit sur son fils, je veux dire, là, on touche quand même à quelque chose de gravissime, Charlie. Non, là je suis pas d'accord avec toi parce que tu dis à partir du moment où Bronny James est en NBA, il est exposé aux critiques. Je suis désolé, mais un rookie sélectionné en 55e choix et qui joue la majorité de la saison en G-League, jamais il fait l'objet de critiques à la télévision nationale de la part d'un journaliste aussi connu de Stephen A. Smith. Si ça prend cette ampleur médiatique-là, c'est parce qu'il est le fils de LeBron James. Donc pour le coup, le côté père d'eux rentre forcément en compte, tu vois. Ça, là, sur cet aspect-là, je suis pas d'accord Ça, avec toi. c'était prévisible à la Oui, seconde où ils ont oui, choisi, oui, où les Lakers ont choisi Bronny James. oui, mais bien C'était sûr que sûr c'était et certain prévisible. que ce n'était pas un 55e choix classique Bah et oui, que c'était voilà. pas un joueur classique. Qu'il arrivait dans une équipe avec son père pour faire l'opération photo, pour faire l'opération ma légende, j'ai joué avec mon fils. Oui, mais donc tu reconnais toi-même que c'est pas comme n'importe quel joueur NBA dans sa situation, en fait, tu vois. Non, mais alors, pour être plus clair, je dis pas qu'il devrait être traité comme n'importe quel. C'est pas n'importe quel autre joueur. À partir du moment où tu mets ton fils dans ton équipe en NBA, c'est normal qu'il y ait un moment des critiques qui soient Voilà, pris. oui. Surtout que les propos de LeBron a été, au moment où il a été sélectionné, de dire mon fils est probablement meilleur qu'une bonne partie des joueurs qui composent la ligue aujourd'hui. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, effectivement. LeBron Euh, aurait dû savoir que c'était ça qui allait se passer. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, moi, très franchement, je t'avoue, cette histoire, je m'en contrefous. Je trouve que c'est du gossip sans intérêt. Euh, je-
Ça prend cette ampleur parce que c'est LeBron et que c'est son fils. Moi, tu sais très bien quelle est mon opinion sur Bronny James. Dans l'absolu, je suis Ouais. d'accord sur le fait que il a pas grand-chose à foutre là. Peut-être qu'il va progresser et qu'à terme, il aura sa place en NBA. Hein, je dis pas le contraire, mais bon, il a été drafté parce que c'était Bronny James et donc évidemment, il prend plus de critiques que les autres parce que c'est Bronny James et c'est comme ça en fait. Il faut l'accepter. Et là où c'est ridicule de la part de LeBron, c'est que il devrait le savoir. En fait, c'est l'intérêt pour Bronny d'être le fils de LeBron, c'est d'être drafté en NBA et d'être aux Lakers. Bah oui, le revers de la médaille, du coup, c'est d'être plus exposé que les autres. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est en fait moi la mise en scène de LeBron James me fascine en fait. Oui, mais en fait, on en parle, enfin, tu vois, en fait, on en parle trop. C'est aussi parce qu'on en parle trop que cette mise en scène, elle existe, en fait. Ouais, je sais pas. Je vois pas comment tu peux faire ce qu'il a fait sans comprendre que c'est ce qui va se passer derrière, quoi. Que tout le Oui, monde non, va mais ça, je prendre suis le truc, d'accord avec même toi. si c'est du gossip, je suis complètement d'accord avec toi, c'est du gossip absolument inintéressant. Mais après, j'en parle, hein. Mais ça a pris tellement de place dans les médias américains. Bien sûr, mais c'est ça qui est triste. C'est tout Je veux à fait dire, ça. il C'est y a après, eu une semaine de podcast consacré ouais. où il y avait ce truc-là était un segment à chaque fois. Et j'en parle aujourd'hui, la preuve. Mais, euh, Mais, mais ça m'a fasciné en fait. mais même de la part de LeBron, en fait, c'est bête parce que, enfin, tu vois, je suis désolé, mais aujourd'hui, moi, si je suis LeBron James, j'ai quand même plus envie qu'on parle de ce que je fais sur le parquet depuis quelques semaines, plutôt que de cette histoire entre Stephen A. Smith, Bronny et lui, tu vois. Aujourd'hui, LeBron, il sait très bien que ce qu'il fait, ça occupe l'espace médiatique, alors qu'il est quand même dans un moment de sa carrière où en fait il a pas besoin d'occuper l'espace médiatique. Moi je suis désolé, mais Mmh. ce que je vois de LeBron sur un parquet depuis quelques semaines là, ça me fait vraiment plaisir. Je suis en train de prendre du plaisir à voir LeBron sur le parquet enfin tu vois, qu'il arrête en fait de créer des situations où on ne parle pas de ce qu'il fait sur le parquet, mais de ce qui se passe à côté. Comme a dit Stephen A. Smith, il pouvait très bien l'appeler. Rich Paul aurait pu Exactement, appeler Stephen A. Smith. Ils exactement. auraient pu laisser ça totalement hors de la vue des caméras, Et oui, hors de la vue du grand public, hors des gossips, hors des rumeurs, hors des il a dit que, il a fait ci, il a fait ça, et ainsi de suite. ouais, Parce qu'on est après, tout le monde est reparti sur des commentaires sur le pourquoi du comment on en était là, et ainsi de suite. Enfin bref, ouais. Et puis même pour Bronny, c'est tout ça est terrible en fait. Tu absurde. vois. Mais c'est, oui, En c'est, fait, c'est comme à chaque fois le grand perdant. C'est exactement ce qu'on c'est disait au moment de lui sa draft, tu vois. à toutes les étapes de cette histoire, c'est lui Et oui, qui se retrouve, qui trinque. voilà, Ouais, non mais c'est ça. Hein. qu'on le laisse tranquille, quoi. Mais moi, Tu vois? c'est déjà ce Je que je suis t'avais totalement dit. d'accord avec toi à la base sur C'est ce la, truc-là. c'est la C'est pas comme ça que discussion ça se passe. c'est la discussion qu'on avait eue au moment de sa draft en fait. Tout à fait. Moi, tout le monde disait ouais, il est drafté parce qu'il est le fils d'eux. Moi aussi, j'aimerais bien être le fils d'eux et tout. Moi, je suis pas sûr que ça soit si positif pour Bronny James d'être drafté par les Lakers. Hein, vraiment, hein, je pense que Mais non, mais Charlie, il y a aussi eu énormément de dossiers qui sont ressortis là-dessus, justement, dans différents podcasts, où euh, Stephen A. Smith a également expliqué que le choix des Lakers de prendre Bronny James, c'était clairement LeBron qui était derrière à la manœuvre ouais, évidemment. et que sa volonté de créer cette espèce d'événement de moi et mon fils, on joue sous le même maillot et on partage et on va jouer ensemble en NBA. Ah oui, c'est le Y a, y a, narratif dont LeBron rêve depuis toujours. Hein. voilà, et c'était totalement dirigé comme ça. Enfin, je veux Ah dire, ouais, je tout suis a été construit comme ça, au mépris de ce qui est bien pour son fils quelque part. ouais, ça, je suis d'accord, tout à fait. Bref. On va parler des rookies. Ce cru 2024-2025 des rookies ne restera probablement pas dans les annales. On compare déjà cette course pour le trophée du rookie de l'année à celle qui avait vu Malcolm Brogdon l'emporter en 2017 devant Joel Embiid qui n'avait joué que 31 matchs dans sa première saison NBA, qui était en fait sa troisième puisque les deux premières saisons, il les avait passées à l'infirmerie pour changer, et avait donc été écarté des prétendants malgré sa domination statistique qui était claire. Hein, il avait déjà montré l'étendue de son talent à ce moment-là. La majorité des observateurs américains pensent qu'il n'y a peu de chances de voir dans les joueurs de cette classe de draft des All-Stars sortir de cette cuvée. Peu importe, nous avons, nous, deux Français qui se sont distingués cette année, Zachary Rizaché,
Alexandre Sarr. Le premier a encore une petite chance de l'emporter. Le deuxième montre des signes de progression qui laissent entrevoir un vrai potentiel futur. Il y a aussi eu Jared McCain qui avait mis le feu en début de saison sous le maillot des Sixers avant qu'une blessure au genou ne vienne mettre fin à son parcours de favori pour le trophée de Rookie of the Year. Charles, comment tu vois cette classe de rookies de manière générale et qui se détache selon toi à ce moment où, grosso modo, le trophée est attribué début mai, donc dans 3 semaines à peu près, on devrait savoir qui va être nommé rookie de l'année. Moi, je trouve quand même qu'il y a des profils intéressants dans ces rookies. Alors, est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y a des futurs All-Stars? Je sais pas. Moi, j'ai un peu envie de croire que oui. Je pense qu'à l'instant T, celui qui mène la course, c'est Stephen Castle. D'ailleurs, il me semble que sur le dernier rookie ladder de NBA.com, c'est bien lui qui est en tête. Moi, j'ai pas lâché l'affaire pour Isaiah Cher. Je pense que s'il finit la saison au rythme qui est le sien depuis sa petite blessure là vers la mi-janvier, il a toutes les chances d'inverser la tendance. Parce qu'honnêtement, son mois de février, c'est vraiment solide. Il a d'ailleurs été récompensé, je crois, par un titre de rookie du mois. Alors Tout à fait. évidemment, il profite évidemment du départ de DeAndre Hunter et de la blessure de Jalen Johnson pour se mettre en valeur, mais il est quand même en train de trouver son rythme en NBA. Son adresse extérieure en février, elle est remarquable. Il est à 44% sur plus de 4 tirs pris. Et moi, je suis vraiment très fan de son jeu sans ballon et notamment de ses cuts. Ça fait de lui une vraie menace que les défenses ne peuvent pas ignorer. Moi, je serais pas choqué si dans quelques saisons, il est All-Star, ce mec-là, tu vois. Ah non, mais complètement. Effectivement, tu as raison. Là, sur les 17 derniers matchs, Zachary Isaché, il est sur 14 points de moyenne, quasiment 4 rebonds, 52% sur les tirs de champ, 48% à 3 points. Et comme tu l'as très bien dit, excellents instincts défensifs, excellent dans les lectures de jeu, dans les coupes au panier. Enfin, il a déjà en fait une intelligence de jeu Ouais, qui va au-delà de son statut de rookie en fait. tout Et à c'est ce fait. que beaucoup d'observateurs pointent du doigt. Et il fait une saison plutôt discrète, on va dire, de ce qu'on peut attendre d'un premier pic de draft, et encore. Mais je le trouve extrêmement solide et je trouve justement que cette intelligence de jeu, moi, c'est ce qui le distingue des autres joueurs. Tout à fait, d'autant qu'en plus, cette intelligence de jeu, elle se traduit par un impact offensif et défensif, parce que tu l'as dit, défensivement, il a aussi beaucoup de choses à montrer. Il comprend vraiment le jeu, il sait se placer, il sait couper les lignes de passe, il se cache pas quand il faut sortir les muscles aussi. Sur le périmètre, il a une certaine efficacité. Enfin, il a Tout à vraiment, fait. il a vraiment tout pour devenir un excellent free and D, et j'espère vraiment qu'il va finir la saison sur ce rythme-là et éventuellement remporter ce trophée, parce que ça ferait plaisir d'abord en tant que Français. Et aussi parce que vraiment, je trouve vraiment qu'il y a dans son jeu des éléments qui montrent qu'il a tout pour s'inscrire sur la durée dans cette ligue et pour faire son trou. Maintenant, il faut quand même dire la vérité, Castle a de l'avance aujourd'hui. Lui aussi, il a passé un cap au fil de la saison, notamment offensivement. On aurait pu éventuellement penser que l'arrivée de D'Aaron Fox allait avoir un impact à la fois sur son temps de jeu et sur son importance dans le jeu. Finalement, c'est pas vraiment le cas. Je trouve qu'il est vraiment intéressant. C'est Jason Kidd récemment qui a parlé de ses qualités athlétiques et de sa compréhension du jeu. Il a fait un gros All-Star Weekend aussi. Il a été MVP du Rising Star Challenge. Il a fait une belle perf au concours de dunk. Enfin, bref, je trouve que on est quand même, il y a quand même beaucoup en NBA depuis le début de la saison ce narratif de cette classe de rookies est vraiment très moyenne. Moi, je trouve quand même que ces deux-là sont intéressants. C'est évidemment pas les seuls. D'ailleurs, sur le dernier rookie ladder, c'est Paris Zacher qui est deuxième du classement, c'est Jalen Wells qui a lui Ouais, aussi qui était 39e choix de la draft, ouais, qui est parti à Memphis. Et effectivement, alors lui, c'est le joueur que personne n'attendait. c'est clair. Et si il remportait le titre de rookie de l'année, ce serait le deuxième joueur de l'ère moderne à remporter le trophée, après Malcolm Brogdon, donc, en 2017. Et effectivement, qui aurait mis une pièce sur Jalen Wells et le gars s'est imposé dans le 5 majeur des Grizzlies, qui sont entre la troisième et la quatrième, enfin entre la deuxième et la quatrième place de la Il joue tous conférence les Ouest. matchs, le mec, quand même. Il joue tous les matchs. Alors il est un peu en dedans là sur les dernières rencontres. C'est aussi pour ça qu'il baisse sur le rookie ladder justement, parmi les favoris pour le titre de trophée du rookie de l'année. Mais quelle saison il a fait, ce gars-là. C'est épatant Ah, et puis ce qu'il attends, a proposé. défensivement, le mec est envoyé au charbon quasiment tous les soirs sur les meilleurs extérieurs. Enfin ouais, il est impressionnant, hein, je trouve. Alors effectivement, je suis pas convaincu par son plafond offensif,
mais par contre, défensivement, c'est vraiment intéressant. Et puis, ouais, il y a Alex Sarr. Alex Sarr, le problème, c'est qu'il a loupé je crois qu'il a loupé une bonne dizaine de matchs en 2025. On l'a vu, je crois qu'il a eu un souci à la cheville, si mes souvenirs sont bons. Mais n'empêche que sa saison, elle est intéressante aussi, parce on l'a vu démarrer l'année avec une grosse galère d'adresse. Ouais. Ensuite, très rapidement, il a trouvé son rythme et son adresse. Il a été pendant un moment un des intérieurs les plus adroits de la ligue à 3 points. Il a un potentiel défensif qui est évident. Et en plus, il est comme, c'est ce qu'on disait pour Koulibaly tout à l'heure, il est dans une équipe qui est pas pressée d'avoir des résultats, qui va lui laisser le temps qu'il lui faut pour travailler son jeu et éventuellement réaliser son potentiel. Mais je trouve quand même qu'il montre des choses qui sont vraiment intéressantes, et notamment dans le comportement. La nuit dernière, je crois que c'est la nuit dernière, ouais, qui sort cette grosse fin de match, et où tu sens que Mhm. il est content de gagner des matchs quand même, ce gars-là. Hein. Ça fait du bien de gagner, et ça fait plaisir de voir ça. Alors, il sera certainement pas rookie de l'année, mais lui aussi, j'ai aucun doute sur sa capacité à s'imposer en NBA et à s'y inscrire sur la durée. Ouais, il a 19 ans, il aura 20 ans le 26 avril, donc il est encore très très jeune et sa Bien marge de sûr. progression est énorme. Euh, de ce que j'ai pu voir et entendre le concernant, la grosse inquiétude concernant Alex Sarr, c'est pas forcément enfin, son potentiel entre sa taille, sa rapidité de déplacement et sa capacité au shoot. Clairement, ça reste un des plus gros potentiels de cette draft Bah ouais, dans le futur. Dans le futur. il est tellement adapté. Maintenant, aujourd'hui, le gros problème, c'est notamment son adresse près du cercle dans la configuration demi-terrain où il est à, je crois, 40% près du cercle, ce qui est extrêmement peu, et ce qui est plutôt inquiétant quelque part, puisque il arrive pas à utiliser ni sa taille, ni sa rapidité de déplacement pour inscrire des paniers. Grosso modo, il est dominé physiquement par ses vis-à-vis. Ouais. Donc, un des gros boulots, un des gros points de développement pour Alex Sarr cet été, ça va être de gagner en masse musculaire pour essayer de s'imposer dans la raquette et d'être beaucoup moins sujet à être sorti de sa zone de confort à l'intérieur, quoi. Ouais, mais tu vois, ça, typiquement, à Washington, il a le temps, parce que Tout bon, à fait. tu vois, on va pas, en fait, on va pas attendre qu'il soit capable. Enfin, c'est pas la saison prochaine que les Wizards ont besoin qu'il soit dominant sur demi-terrain, Alex Sarr. Il a encore le temps de se développer musculairement et d'ajouter cette corde-là à son arc. Quoi. Ouais, et puis il faut qu'il améliore son toucher de balle près du panier, quoi. Pour Ah ouais. l'instant, ça reste assez catastrophique. Y a pas à tourner autour du pot par rapport à ça. Franchement, ces chiffres, ils sont pas bons du tout à l'intérieur. Donc, euh, donc voilà, mais le potentiel de ce joueur reste quand même extraordinaire. Il y a, comme tu dis, entre son adresse et sa défense, Bah, il est tellement adapté à notre époque, complètement, mais c'est vraiment c'est l'intérieur de l'avenir, quoi. Enfin, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. typiquement, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres rookies qui ont retenu ton attention? Bah ouais, bien sûr, il y a Zach Edey, Yves Missy, Bob Carrington aussi. Il y a quand même des Ouais, profils qui les sont Wizards, ils ont des intéressants. bons profils. Bah Moi, ouais, il y a deux mecs qui me plaisent beaucoup. C'est Isaiah Collier ouais du aussi. Jazz, vraiment, là, depuis début janvier. Il est à plus de 8 passes décisives par match, 11 points. Euh, J'adore son jeu en drive and kick. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il propose. Et potentiellement, c'est un des très bons meneurs de cette classe de draft. Je suis d'accord. Et puis, impossible de pas citer pour moi Kelly Ware à Miami, qui depuis qu'il a commencé à gagner, à grappiller des minutes et à être mis dans le 5 majeur par Eric Spoelstra, l'impact qu'il a sur cette équipe de Miami est absolument colossal. Et surtout sur le jeu d'Adebayo, j'ai vu une espèce de comparaison sur la présence de Kelly Ware sur le terrain avec la production d'Adebayo, et quand il est plus sur le terrain, comment le jeu d'Adebayo est beaucoup moins efficace offensivement. Et c'est absolument impressionnant l'impact qu'il a, alors que son début de saison était plutôt moyen. Et là, tout d'un coup, ils sont en train de trouver quelque chose avec lui. Et franchement, c'est une des histoires les plus fascinantes de cette deuxième moitié de saison NBA. Ouais, puis c'est surtout un des rares rayons de soleil dans la deuxième moitié de saison du Heat, qui est quand même Ouais. dans une période qui est compliquée. Ouais, je suis d'accord, il a un profil qui est très intéressant. Et écoute, j'ai hâte de voir comment Spoelstra va le développer, et jusqu'où peut monter ce duo qui forme avec Adebayo. Ouais. Ouais, quand il est sur le terrain, la différence d'efficacité offensive du Heat passe de l'équivalent de la huitième meilleure attaque de la ligue à la 20e quand il n'est pas là. Ouais, Ce qui, pour un rookie, est quand même monstrueux. assez
déroutant en fait. Ouais, C'est c'est impressionnant. rarissime que tu as un truc comme ça qui se passe quoi. Et Adebayo, quand Ware et Adebayo jouent ensemble, selon le site PBP Stats, Adebayo shoot à plus de 62% à mi-distance. Et quand Ware n'est pas sur le terrain, son efficacité offensive descend à 52% à mi-distance. Et c'est toutes ces statistiques en termes d'efficacité dégringolent, mais de façon assez évidente, quoi. Ouais. C'est assez fou. Et en fait, l'espace que permet de gagner Ware sur le terrain libère le jeu d'Adebayo, c'est inattendu. Je m'attendais pas du tout à voir ça, Ouais, personnellement. c'est cool. Moi, Ouais, j'adore carrément. Adebayo, donc tout joueur qui contribue à l'épanouissement d'Adebayo est le bienvenu. Et Matas Boutzelis aussi, des très bons trucs côté Bulls ces derniers temps. Franchement, j'étais un peu déçu de son début de saison, lui aussi, pareil. Il a éclos sur le tard, Ouais, Matas mais Boutzelis. quel bordel Mais c'était cette équipe de Chicago. ouais, c'est sûr, ouais. Mais c'est marrant parce que depuis que Lavine est parti, Oui, euh, bah ça se passe beaucoup mieux. Et ouais, pas que pour lui d'ailleurs. voilà. Et justement, on en arrive à parler de Josh Giddey. Quelle Trans transition magnifique. T'as vu ça? Transféré à Chicago l'été dernier en échange d'Alex Caruso après une campagne de playoff très décevante sous le maillot de Casey, particulièrement face aux Mavericks en demi-finale de conférence où il avait été copieusement ignoré derrière la ligne à 3 points et n'avait jamais su trouver son rôle sur le terrain. Josh Giddey espérait trouver une nouvelle opportunité pour faire ses preuves en NBA sous le maillot des Bulls, mais dès le début de saison, Giddey, blessé à la cheville au JO, montrait encore une fois les limites de son jeu avec une production plutôt décevante, une efficacité en berne. Et je voulais parler de lui parce que justement, depuis le All-Star Break et le départ de Zach LaVine de l'effectif, donc, Josh Giddey semble enfin capable d'exprimer pleinement son talent balle en main. Et ses récentes sorties jusqu'à ce qu'il se blesse à nouveau à la cheville face aux Pacers plus tôt cette semaine devraient lui permettre de récolter un juteux contrat à la fin de la saison. Il doit re-signer cet été là. En 9 matchs, il tourne à plus de 23 points, 11 rebonds, plus de 8 passes en moyenne, une efficacité redoutable au tir, dont 52% de réussite à longue distance sur 4,4 tentatives par match, donc plutôt un volume correct. Charles, on annonce un contrat dans les 30 millions de dollars la saison pour Josh Giddey, c'est Brian Windhorst d'ESPN qui a annoncé ça pour cet été. Un contrat qui est à peu près similaire à celui signé par Quickley à Toronto, qui a signé à 162 millions sur 5 ans, ce qui est assez classique en vérité pour un meneur titulaire en NBA. Est-ce que tu penses que ce bon passage, donc on parle de 9 matchs, donc un échantillon qui est quand même très 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 fin, est-ce que tu penses que ça peut suffire de convaincre les Bulls de faire de Josh Giddey un joueur d'avenir dans leur effectif? Écoute, je l'espère parce que moi d'abord, moi j'ai un échantillon qui est un peu plus important, qui est l'échantillon depuis le début de l'année civile 2025. Ouais, Sur cet échantillon-là, qui est plus d'une vingtaine de matchs, il est à 44% à 3 points sur 4 tirs pris par match. ce qui est Ce qui est extrêmement bon. monstrueux quand on se rappelle d'où il part, c'est impressionnant. Moi, Je peux donner vite fait les stats. vas-y, vas-y. Josh Giddey sur les tirs à 3 points grand ouverts en 2021-2022, donc sa saison rookie, il était à 25%. La saison suivante, 34,1%. La saison suivante, 35,5%. Cette saison, il est à plus de 40%. Ouais, Donc, il y a une vraie progression. mais une progression qui est énorme, et en plus on l'a vu sortir des prestations vraiment intéressantes dans des matchs importants face à des équipes mieux classées. Récemment, il y a eu Miami, Indiana. Enfin, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, si Chicago est encore dans les places qualificatives aux playoffs, il y est pour beaucoup. Et moi, je trouve que ça fait plaisir parce que c'est un super joueur, c'est un mec qui comprend le basket, qui sent le jeu, c'est un très bon passeur, c'est un excellent rebondeur, c'est sûrement un des meilleurs de la ligue à son poste. Alors évidemment, on attendait de le voir progresser au shoot, pas que au shoot, en défense ça a pas toujours été excellent aussi. Alors que honnêtement, quand tu vois le couple taille-vitesse de ce mec-là, ça devrait être un monstre défensivement. Ouais, et ce qui est marrant, c'est qu'il est très critique envers lui-même cet aspect de son jeu. Et je trouve que c'est bon signe, en fait. Et Si t'es oui, bien fan des sûr. Bulls, c'est extrêmement bon signe qu'un joueur soit capable de se remettre à ce point en question Ouais. et de dire clairement, c'est le domaine dans lequel j'ai envie de progresser. Ouais, et le langage qu'il emploie pour parler de ça, Ouais. il y a notamment une interview où il explique qu'il veut s'impliquer plus dans ce domaine. Enfin, tu sais, tu sens que vraiment, heu,
Moi, j'ai l'impression qu'il est possible que ce mec-là, il ait le déclic et qu'il commence à vraiment progresser en défense. Et dans ce cas-là, ça peut devenir un mec. Enfin, je sais pas si on se rend compte à quel point ce mec-là sait tout faire sur un parquet. Si en plus il se met à bien défendre et à shooter et avoir un shoot extérieur fiable, c'est quoi la limite de ce mec-là? Enfin, je sais pas vraiment. Pour son poste, il est si grand, il est si rapide, il est capable de défendre sur plusieurs profils, sur plusieurs postes. Je suis vraiment intéressé de voir jusqu'où il va aller. Donc oui, 30 millions la saison, c'est ce qui était annoncé l'été dernier. C'était son ambition. Bah, ça me semblerait, au regard de ce qu'il montre et au regard de l'évolution du cap, oui, ça me semblerait plutôt cohérent. Oui, complètement, ouais. En fait, ce que j'aimerais bien côté Bulls, même si j'ai pas confiance du tout ni dans le front office, ni chez les proprios, ni rien du tout dans la structure de cette équipe. Il y a rien qui m'inspire la sérénité, clairement. Mais entre Boots Ellis, Kobe White et Josh Giddey, j'ai envie de croire que les Bulls peuvent avoir cette espèce de trio de jeunes joueurs qui, je dis pas que demain, je dis pas du tout, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais au moins de permettre aux Bulls de grimper un petit peu et d'avoir une équipe un peu plus fun que ce qu'ils ont eu ces dernières années, quoi. Mais alors, c'est qui Même le s'il y a eu franchise cette player équipe dans les fun. trois, là? Quoi? Ça serait qui le franchise player dans les trois, là? Ça serait Josh Giddey. Ok. Mais il n'y a pas de franchise player aux Bulls, qu'on soit bien clair. Oui, je suis Ça, d'accord. Je suis ça d'accord. n'existe pas. Alors après, c'est un peu stupide ce que je suis en train de dire parce que ça va à l'encontre de de ce que je défendrais si j'étais à la place des Bulls, à savoir si t'as pas de franchise player, t'as aucune raison de continuer à gagner et de maintenir des contrats et des joueurs qui te servent à rien quelque part. Maintenant, c'est pas comme ça que manifestement qu'opèrent les Bulls depuis un bon moment maintenant. Donc, que cherchent à faire les Bulls, leur stratégie à long terme, moyen et long terme, je sais pas du tout ce que c'est. Ils ont signé Patrick Williams alors qu'ils avaient aucune équipe qui était en train de les concurrencer sur ce contrat-là. Ils lui ont offert 18 millions par saison jusqu'en 2029. Ok, pourquoi pas. Il y a 72 millions de garanties sur tout ça. Ok. Ok. Pourquoi ils ont fait ça, je me gratte encore la tête. Ils ont signé Alonzo Ball. Moi, j'aime plutôt bien. Il a 2 ans à 10 millions à partir de la saison prochaine. J'espère bien Ok, qu'il est bien, oui. why not? Tout ce que je voudrais du côté des Bulls, c'est de les voir un petit peu retrouver des couleurs, quoi. Essayer d'identifier des jeunes, pas forcément à gagner des matchs, mais que ça soit fun, quoi. Et là, ces derniers temps, c'était assez fun comme équipe. Ah, Ouais. regardez, pour le coup. Bah, Donc, écoute, on peut aussi parler des bonnes décisions qu'ils ont prises. Et en l'occurrence, ce trade qui leur permet de récupérer Guidé pour Caruso, ça ressemble quand même beaucoup à un trade gagnant-gagnant. bah, moi, Pour... j'ai pas aimé parce que je t'avais dit déjà au moment où où le transfert avait eu lieu, j'ai pas aimé le fait qu'il récupère 0 pick de draft à OKC qui a 36 pics à filer, quoi. Ok, mais enfin, je suis désolé, mais si demain Guidi se met à être un shooter extérieur fiable et un bon défenseur, ils ont quand même récupéré un joueur qui sait tout faire et qui a un plafond qui est possiblement extrêmement haut dans l'opération. C'est sûr, Et qui c'est sûr. en plus, ce mec-là a une vraie mentalité de gagnant en fait. Enfin, tu vois, c'est un peu un cliché, tu vois, mais enfin vraiment, c'est un Australien quoi. Tu vois, s'il faut sortir les coudes et y aller, il va le faire sans Ouais. aucun problème. S'il faut jouer sale, il jouera sale. S'il faut jouer dur, il jouera dur. Enfin, tu vois, c'est vraiment un profil de joueur qui, je trouve, peut être extrêmement intéressant pour une équipe en reconstruction. Il a que Je, 22 ans. Hein. je sais bien, mais ce que je t'avais dit, après voilà, la question c'est ça dans ces cas-là. Est-ce que Josh Giddey c'est potentiellement un franchise player ou un excellent second? À 30 millions l'année, franchement, tu peux prendre le pari, il n'y a pas de souci. Ouais, à 30 Les, millions les, d'années, je trouve que c'est bien. Hein. les Bulls, de toute façon, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas où ce qui. Caruso, ce qui m'a dérangé beaucoup dans le principe même c'est pas de récupérer Josh Giddey qui m'énerve là-dedans, c'est que pendant des mois et des mois, on nous a expliqué que Caruso c'était un minimum de 3 premiers pics de draft ou je ne sais quel autre trésor à récupérer sur un éventuel transfert et qu'au final il ne récupère rien qui permette justement de bâtir l'avenir. C'est ça qui me dérange. Le seul truc que tu récupères, c'est Josh Giddey. Alors oui, jeune talent,
qui va progresser, qui va potentiellement devenir un pilier de ta franchise dans les années à venir. Ça, on verra ce qu'il en est. Et ça reste quand même assez décevant de ne pas récupérer des pics de draft qui, justement, potentiellement, peut te récupérer un franchise player. C'est ça qui m'a agacé, moi, avec le cas Alex Caruso. Ah ouais, je comprends, mais c'est vrai que Guidi en soi, c'est bien, mais t'essayes de choper des pics, quoi. Au moins un premier tour, enfin, je sais pas. ouais, ouais. OKC avait besoin de Caruso et était tout à fait prêt de s'enlever du commerce de Josh Giddey. Vu la performance qu'il a sortie face à Dallas, clairement, ils n'avaient pas envie de le garder, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi que finalement la cote de Caruso était moins haute que ce qu'on pensait, qu'il y avait moins d'équipes qui voulaient Peut-être. récupérer? Je sais pas, hein, c'est Non, difficile. non, mais tout à fait. Tout Après, à fait. je comprends tout Ça, on à fait sait ton pas. point de vue, mais c'est vrai que je pense que quand on rejugera ce trade dans quelques saisons, en fonction du joueur que Josh Giddey peut devenir, tu vois, en tout cas, sur le côté gagnant-gagnant, s'il y a bien une personne pour qui ce trade semble être gagnant, bah c'est pour lui en fait, c'est Josh Giddey. Je sais pas du tout si le joueur qu'il est en train de devenir à Chicago, il aurait pu le devenir à OKC. Ouais. Ils ont des premiers pics de draft à fond, hein. Les Bulls, ils ont récupéré quand même pas mal de trucs. Euh, Enfin, quoique, ils ont Pas tant un que ça, hein. premier. Non, non, pas tant que ça, ouais. Ils ont 2 premiers tours de draft, là, la draft 2025. Le leur et celui de Portland. Ouais, mais il est protégé, non, Portland? Protégé Toujours devant. 1-14. Ouais, c'est ça, ouais, quand même. Ils ont leur premier pic en 2026, 2027, 2028. Bon, ils ont du draft capital, mais ouais, non, ils ont pas grand. Ils ont rien récupéré. C'est ça qui me fascine avec eux, c'est qu'ils ont jamais, ils ont jamais rien récupéré pour emmagasiner des pics et reconstruire et gérer une reconstruction, quoi. Ouais. C'est ça que je trouve désolant dans cette équipe. Je comprends pas. Bref, voilà, Josh Giddey, en tout cas, ça fait plaisir de le voir comme ça et j'espère vraiment que sa blessure à la cheville euh, va rapidement se soigner et qu'il va vite Carrément. revenir sur les parquets. Ouais. Surtout qu'ils en sont où dans le classement? Ils sont 10e. Ouais, ouais, ils sont 10e. Ils sont quasiment assurés de faire le play-in, donc on verra. C'est vrai qu'il y a déjà l'écart qui s'est créé avec Toronto. Ouais. Ouais, ça va devenir compliqué là pour Toronto, là, effectivement. On va enfin parler de la défense des Lakers, pardon. Avant le match face à Boston, qui a vu LeBron James se blesser aux adducteurs et Luka Doncic raviver des douleurs au dos, sans gravité pour le moment, les Lakers étaient fermement en train de s'imposer parmi les équipes les plus dangereuses en vue de ces playoffs. La seconde place à l'Ouest était à portée de main, ils enchaînaient les victoires et surtout, ils affichaient la meilleure défense de la NBA depuis plusieurs semaines, alors qu'ils venaient de se séparer d'Anthony Davis, ce qui est assez contre-intuitif quelque part. L'arrivée de Luka Doncic aurait pu signifier justement une baisse du niveau défensif, hein, si tu écoutes le front office de Dallas et les propriétaires. Ce mec, c'est pas du tout la défense son point fort, hein. Mais voilà, on aurait pu croire que ça aurait été compensé par un raz-de-marée offensif et c'est ce qui permettait aux Lakers de gagner, mais non, avec ou sans Anthony Davis et même avec Luka Doncic dans l'effectif, les Lakers sont devenus une machine défensive redoutable depuis, ce qui est assez marrant, la première opposition face à Boston fin janvier, le 23 janvier, JJ Redick a réussi à utiliser la paire Jared Vanderbilt et Dorian Finney-Smith à sa pleine mesure, notamment leur capacité à switcher sur tous les postes. LeBron James, avant de se blesser aux adducteurs, jouait probablement à son meilleur niveau défensif depuis un moment sur cette période. Mais cela n'est pas suffisant à expliquer ce qui se passe, notamment avec des joueurs comme Austin Reeves et Luka Doncic, qui, malgré la meilleure volonté du monde, ont des limitations clairement sur ce côté du terrain. Qu'est-ce qu'a fait JJ Redick? Il a mis en place notamment une défense en zone 3-2 qu'il déploie à des moments choisis dans la rencontre pour empêcher les équipes de jouer depuis la tête de raquette, dissuadant le jeu en pénétration adverse en occupant l'espace justement de toutes les lignes de pénétration qui mèneraient au cercle. Il demande à ses joueurs de venir faire des semblants de prise à deux sans jamais y aller vraiment à 100% pour forcer le ballon hors des mains des joueurs les plus dangereux. La défense en homme à homme est également tout aussi efficace, même si elle exige une attention aux détails de tous les instants, ce qui pour l'instant, dans la plupart du cas, c'est ce que font les joueurs des Lakers. Alors, une seule erreur et c'est tout l'édifice qui s'écroule, notamment en raison de la surcharge apportée sur le porteur du ballon, qui vient du fait que les Lakers
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils identifient souvent le joueur de l'équipe adverse qui n'est pas adroit de loin et le laissent volontairement seul derrière la ligne des 3 points, d'une manière assez rare quelque part. On n'a pas l'habitude de voir quelque chose d'aussi agressif en NBA, y compris dans les corners. Si tu regardes la rencontre face à Dallas, Najee Marshall et Kessler Edwards prenaient des tirs grands ouverts, personne n'était sur eux, et la plupart du temps, ils rataient. Chris Dunn face aux Clippers, Russell Westbrook ou Aaron Gordon face aux Denver Nuggets. Ça leur a permis notamment de faire un load pas possible face à Jokic, comme on a rarement vu. Jokic a pris 7 tirs, je crois, dans cette rencontre, ce qui est... J'ai rarement vu ça, et Dieu sait que je regarde les matchs des Nuggets. Charles, à quel point es-tu surpris de voir ces Lakers afficher un tel niveau défensif depuis ces dernières semaines? Bah, forcément très surpris. Et je pense que pas grand monde ne s'attendait à ce que l'équipe soit aussi performante, pardon, en défense après le trade d'Anthony Davis et Max Christie. Bah, tu l'as dit, en février, c'est tout simplement la meilleure défense de la ligue. Alors pareil, on avait beaucoup de doutes sur leur capacité à tenir la route à l'intérieur. On savait que la raquette était assez dépeuplée. Bah, aucun problème. On bricole autour de Jackson Hayes avec du Hachimura, du LeBron, du Vanderbilt, du Finney-Smith. Tout le monde se donne à fond, tout le monde fait le job, c'est cohérent et ça fonctionne. Et évidemment, c'est clair qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à JJ Redick. Alors, certes, il faut quand même préciser que il y a le retour de Vanderbilt qui coïncide avec le départ d'Anthony Davis, hein, puisqu'il est revenu de blessure fin janvier et qui fait un bien fou avec cette équipe, à cette équipe, pardon. Mais franchement, ouais, JJ Redick est remarquable. Les solutions qu'il trouve, son usage de la défense de zone, qui rappelle d'ailleurs un peu celle de Spoelstra, c'est extrêmement bien fait. Gabe Vincent fait également beaucoup de bien. Sa première saison avec les Lakers avait été pourrie par les blessures. Maintenant, on voit pourquoi il était un profil aussi intéressant pour cette équipe. Finney-Smith aussi fait un boulot remarquable. Moi, quelque part, ça me rappelle un peu la saison du titre 2020. Alors, je te dis pas du tout que les Lakers vont gagner le titre, hein, mais déjà à l'époque, alors que le duo LeBron-Anthony Davis prenait toute la lumière, l'apport des role-players qui étaient KCP, Green, Rondo, Caruso, etc. était incroyable. Là, je trouve qu'on est un peu là-dedans. Après le trade, tout le monde n'a parlé que de Doncic et de son duo avec LeBron. Mais finalement, la véritable force des Lakers sur ce mois de février qui a été si impressionnant, bah, ça aura été l'école bleue. Voilà, je trouve que c'est vraiment. Alors, moi, je suis un peu biaisé parce que c'est la franchise que je soutiens depuis 20 ans, mais franchement, je trouve que cette équipe, elle est vraiment plaisante à suivre. Austin Reeves s'éclate cette saison, il profite à fond des espaces que lui ouvrent des mecs comme LeBron ou Doncic. Je suis vraiment, ouais, je suis enthousiaste. Je suis aussi enthousiaste parce que, bah, tu sais, un des trucs qui nous inquiétait au moment de la nomination de JJ Redick, c'était de voir comment ça allait se passer au niveau de sa relation avec LeBron. Bah, moi, je suis très satisfait de voir comment ça se passe. LeBron ne me donne pas du tout l'impression d'être préservé. Au contraire, je l'ai rarement vu être autant impliqué dans le combat, dans la défense, dans le hustle. Je sais pas si c'est l'arrivée de Doncic qui lui donne un coup de boost ou autre chose, mais en tout cas, pour le moment, LeBron James sous JJ Redick, c'est extrêmement solide. Et dans l'attitude, je suis aussi très surpris parce qu'il s'est très très vite adapté à l'arrivée de Luka Doncic. Je l'ai pas vu dans sa carrière jouer autant sans ballon que ce qu'il fait ces dernières semaines. Donc ouais, c'est cool, c'est vraiment bien. Évidemment, depuis la blessure de LeBron, ça va un peu moins bien, hein. L'équipe reste sur 3 défaites consécutives face à Boston, Brooklyn et Milwaukee, mais avant ça, c'était quand même extrêmement solide et ça permet quand même aujourd'hui aux Lakers d'être installés dans le top 4 à l'Ouest. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on attendait. Oui, et c'est surtout une équipe, je crois, qui aujourd'hui, peu d'adversaires ont envie de se les coltiner en playoff, quoi. De toute façon, à partir du moment où Personne. tu as Luka Doncic dans ton équipe, Bah oui, t'as pas envie de rencontrer cette équipe en playoff. mais Clairement. bien sûr. Ce mec est un enfer absolu. Il est capable de dominer une série et de sortir et de t'éliminer à lui tout seul. Si en plus tu lui mets dans les pattes LeBron James, voilà, LeBron James, Le à LeBron force, pour moi en ce moment surtout. voilà, en plus, forcément, c'est d'autant plus problématique. Comme tu l'as très bien dit, Austin Reeves affiche un niveau de jeu qui est absolument incroyable. Et là, aujourd'hui, enfin, effectivement, il faut bien souligner le fait que JJ Redick s'impose déjà comme un des meilleurs coachs de la ligue, quoi. Ouais, C'est affolant les schémas qu'il propose. Je regardais les schémas défensifs, mais il fait des trucs de dingo. Il force à chaque fois. Si tu regardes les matchs face aux Clippers, ces 2 matchs que j'ai re-regardé beaucoup, il force le porteur du ballon à partir de ligne de fond quasiment systématiquement. Il y a une orientation claire où il l'empêche d'attaquer au milieu.
Si le porteur n'est pas un shooter, le défenseur va passer systématiquement en dessous de l'écran. Donc c'est grosso modo, tu dis vas-y mon gars, tu peux shooter, il n'y a pas de problème. Si c'est un ailier qui vient poser l'écran parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec un big qui défend le pick and roll, c'est le switch systématique pour rester en face de joueurs qui attaquent. Si le poseur d'écran ne sait pas tirer, c'est la même chose, même punition. Le porteur de balle, que ce soit James Harden ou Kawhi Leonard, va être pressé par les deux défenseurs jusqu'à ce que soit il lâche le ballon ou soit la défense peut se rétablir. Ils font toute une stratégie pour essayer d'emmener le joueur qui attaque, si jamais il attaque la raquette, vers l'intérieur, qui est souvent Jackson Hayes, qui est utilisé en protection du cercle, et qui, grâce à sa rapidité de mouvement, est capable de s'adapter. Quand c'est pas Jackson Hayes, alors on peut dire ah ouais mais ils ont pas beaucoup de taille. Dans ces cas-là, c'est Rui Hachimura, mais c'est pareil. Il nous propose une version défensive small ball avec Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith qui est absolument redoutable et Vanderbilt et LeBron James. Enfin, Ouais, on a les vu les gars, Bron en 5 aussi. les, Ouais, ouais. les gars, c'est que des armoires à glace quoi. C'est clair. Et des mecs qui ont une rapidité de compréhension de ce qui se passe sur le terrain qui est, qui est folle en fait. Ouais, et Et puis donc, tu la polyvalence as des défensive. switches qui sont permanents, tu as des prises à deux qui sont ultra agressives. Les prises à deux face à Denver, c'était fou. C'était complètement fou. C'est-à-dire que il n'y avait pas que la prise à deux dans l'histoire. Non seulement tu as une prise à deux, mais derrière, les trois autres joueurs savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et tu vois qu'ils ont bossé comme des dingues sur les tendances de Jokic. Où est-ce qu'il a envie de passer la balle dans le cas d'une prise à deux? Et qu'est-ce qu'il faut faire une fois que tu as fait la prise à deux? Quel déplacement il faut avoir et où est-ce que les joueurs de Denver vont se déplacer sur le terrain une fois que tu as activé le truc, quoi. Ouais, ouais. Sachant que Jokic, il voit la prise à deux, il la voit venir à 100 000, hein, il sait très bien qu'elle va arriver. Ouais, il la voit avant qu'elle soit appelée en général. Ouais. Sauf que tu vois bien que Jokic, à chaque fois, était pris de court en se disant merde, ils ont bloqué mon option A, ils ont bloqué mon option B, et là, qu'est-ce que je fais, quoi? Et c'est fascinant. Alors, il y a beaucoup d'observateurs qui ont souligné, qui ont pointé du doigt le fait qu'il y a une variance en termes d'adresse au tir des adversaires des Lakers pendant cette période où ils sont excellents défensivement, comme tu l'as dit, hein, ils sont meilleurs en défense du mois de février. Les équipes adverses shootent de façon assez importante en dessous de la moyenne de ce à quoi tu pourrais t'attendre. Donc cette variance-là est à prendre en compte, c'est-à-dire que les équipes sont de façon inhabituelle moins à droite face aux Lakers ces derniers temps. Mais j'ai envie de te dire que c'est aussi par dessein de ce que donnent comme opportunité les Lakers. Tout à fait, ouais. Ils Et, choisissent leur et, et, poison systématiquement. et voilà. Et en fait, tu sais ce que je me suis dit quand j'ai vu les schémas défensifs de JJ Redick? Je me suis dit, le gars est déjà en train de te proposer des défenses qui habituellement on ne voit que en playoff. Ouais, tout à Où fait. tu décides ouvertement de dire, toi, on ne défendra pas sur toi. Tout à l'heure, on parlait de Josh Giddey, c'est exactement ce qui est arrivé à Josh Giddey face à Dallas. Dallas, ils ont dit, ok, très bien, vous voulez filer le ballon à Josh Giddey et le laisser shooter à 3 points et faire en sorte qu'il shoot à 3 points? Ok, allez-y, on vous le donne. Mais Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander, on vous serre la vis comme jamais, quoi. Ouais, ouais, non, tout à Et fait. j'ai pas l'habitude de voir ça en régulier, en vrai. Non, je suis bien En fait. d'accord. Et honnêtement, ouais, ça fait vraiment plaisir à voir parce que JJ Redick, tu vois, quand il était consultant, on entendait, on savait que ce mec-là, il comprenait le jeu, qu'il avait des idées intéressantes, que potentiellement il pourrait faire un super coach. Mais de là à ce que ça aille aussi vite dans une franchise comme les Lakers qui s'imposent Ouais, aussi rapidement, qui montrent autant de choses aussi vite, c'est hyper intéressant et ouais, franchement c'est une belle surprise. Moi je te dis, JJ Redick, je croyais en lui en tant que coach, mais pas forcément aux Lakers avec LeBron. Rien à redire et franchement j'ai hâte de voir cette équipe en playoff parce que même si je maintiens que ce serait un exploit de battre des équipes comme OKC ou Denver en playoff cette saison, parce que qu'on le veuille ou non, cette saison des Lakers c'est l'année zéro de l'ère Doncic. La vérité c'est que si cette équipe elle est au complet en playoff avec un Luka Doncic en forme et une défense aussi solide que ce qu'on a vu ces dernières semaines, mais cette équipe elle peut poser d'énormes problèmes à tout le monde. Le mais c'est théorème on sûr. le connaît. Luka Doncic entouré par une grosse défense, c'est toujours létal. Et Exactement. quand t'as en plus un LeBron tel qu'il est ces derniers temps à ses côtés, c'est une prise de tête colossale pour tout le monde. Et
Et pour répondre aux deux trois critiques que j'ai vues sur le niveau de Luka Doncic quand il a repris la compétition avec les Lakers, il faut arrêter de déconner. Le mec sortait d'1 mois et demi d'arrêt. Évidemment qu'il allait avoir besoin d'un peu de temps Mais pour bien d'une sûr. part retrouver le rythme et d'autre part trouver sa place dans une nouvelle équipe. Et là, il est très clairement en train de monter en puissance. En témoigne son match de la nuit dernière face à Milwaukee. Et ouais, moi j'ai trop hâte des playoffs. Hein. J'ai vraiment trop hâte des playoffs et de voir ce que cette équipe elle peut faire parce que je pense que vraiment ils vont être. C'est un épouvantail à l'Ouest. En fait, où je suis jaloux, encore une fois, des Lakers, toujours, hein, jaloux, c'est que vous avez un coach qui est sacrément inventif, créatif, et qui n'a pas peur de remettre en question ses schémas, en fait. Ah Il ça, est oui. prêt à s'adapter à toute éventualité, à tout adversaire, à tout cas de figure qui se présente à lui. Et je pense qu'en playoff, ça ne peut être que ultra bénéfique d'avoir un coach qui est capable d'analyser ce que fait une équipe et de match après match, de continuer à adapter et de garder une certaine fraîcheur dans la façon dont tu attaques et dont tu défends l'équipe adverse. Ah bah Et oui. ça, et ça c'est un grand plus. Et moi, je suis fan des Nuggets. Et oui. J'adore cette équipe des Nuggets, mais Mike Malone, faut bien reconnaître qu'à un moment ou un autre, le gars, bon, en termes d'inventivité et de créativité, non, enfin, Y a pas rien. vrai, c'est pas vraiment ça, quoi. Le mec Non, est non. quand même ultra obtus sur les schémas. C'est on marche ou crève en faisant ce qu'on a toujours fait, quoi. Et ça, c'est quand même désolant, quoi. Et Et on a deux matchs, toi et moi, là. On a deux matchs et qui oui. se présentent. Alors, c'est un peu dommage parce que LeBron James ne sera pas là cette nuit pour le match entre les Lakers et les Nuggets. Hachimura Donc, non plus normalement. voilà, il y a un match mercredi prochain et j'espère que tout le monde sera là pour le coup. Mais là, toi et moi, on va avoir le couteau entre les dents. Je vais t'envoyer des messages d'insultes si on perd. Tu le sais. Écoute, oui. Je vais être méchant avec toi. Oui, bah écoute, t'as vu, moi j'ai été gentil la dernière fois, j'ai rien dit, alors qu'on a gagné la dernière fois, hein, C'est clair. avec une masterclass défensive. Donc ouais, bah écoute, Ah, mais là, il y a une bataille pour le seeding en playoff qui est ultra importante. ouais, mais tu sais que Ça va justement, être déterminant. j'avais un peu envie de te provoquer en te demandant si, Ah, à ton vas-y. avis, Michael Malone allait s'adapter à la défense des Lakers. Mais bon, vu qu'on connaît sa capacité à s'adapter, j'ai quelques doutes. Non, mais plus sérieusement, ouais, elle va être Ah non, hyper mais intéressante cette double confrontation parce que déjà, bah, ce serait une affiche de playoff qui ferait plaisir à voir. Et en plus, il y a quand même des enjeux par rapport au classement de la conférence Ouest. Hein. C'est extrêmement serré aujourd'hui entre le top 4 et le top 2, quoi. ah mais complètement. Là, là, de toute façon, les Nuggets, ils ont une fin de saison qui est vraiment hardcore. Ils ont les Lakers là deux fois. En pris en sandwich entre les deux, il y a Washington et Golden State. Golden State qui eux aussi sont en train d'essayer de Ouais. mener leur remontée fantastique pour définitivement éviter le play-in, ce qui sont à peu près en phase de réussir. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils vont, ça va se jouer à Golden State. Donc tu peux être sûr qu'ils vont avoir le couteau entre les dents. Tu as une rencontre également face à Houston, tu as une rencontre face à Minnesota le 2 avril, et franchement, Minnesota, j'aime pas du tout la confrontation de Denver. Ils n'arrêtent pas de se faire plier par Minnesota tout le temps, c'est terrible. Tu as re-Golden State le 5 avril, et tu as Memphis le 12 avril, et Houston en back-to-back qui suit derrière. Je veux dire, ça va être hardcore cette fin de saison pour Denver. Tu Et sais que ça va être d'ailleurs, très compliqué de garder la deuxième seed à l'ouest. Vraiment. mais tu sais que Houston d'ailleurs, c'est leurs deux derniers matchs de la saison. Hein. C'est Lakers Nuggets. Ouais. C'est sympa, genre, pour arbitrer, tu vois, pour arbitrer la lutte pour le podium, ça peut être intéressant. Bah là, entre Memphis et les Warriors, t'as 4 matchs de différence. Et entre les Rockets et les Grizzlies, donc Grizzlies, Nuggets, Lakers, Rockets, ces quatre là, tout se joue en un seul match actuellement de différence. Tout à fait. Donc à un mois de la fin de la saison régulière, tout ce petit monde-là peut être totalement chamboulé et toutes les confrontations peuvent être changées d'ici 2 semaines. Tout peut être bouleversé, quoi. C'est clair, mais après, Donc, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, on va parler, toi et moi, on va discuter sévèrement des deux rencontres entre ah oui, on les va Nuggets et débrief. les Lakers. On va Mais, mais, débrief, c'est mais il sûr. faut être clair, aujourd'hui, moi, enfin, pour moi, pour les Lakers aujourd'hui, enfin, vraiment, ce qui est le plus important là, c'est d'arriver en bonne santé au playoff, tu vois. Moi, je préfère très Hum. clairement voir les Lakers finir quatrième ou même cinquième à l'Ouest, mais avoir tout le groupe en bonne forme en playoff, que de les voir deuxième, mais d'avoir un LeBron sur une jambe, un Luka Doncic, pareil, avec un problème de cheville, par exemple, ou quoi que ce soit, parce que cette équipe,
tu l'as dit, JJ Redick, il est déjà en train de mettre en place des trucs qui habituellement n'existent qu'en play-off, en fait. Cette équipe, elle est déjà en train de se préparer pour les play-offs. Mais en fait, c'est pas cette saison que sont les objectifs. En fonction de comment tu finis la saison et de ce que tu peux faire en play-off, ces Lakers-là, ils peuvent être un vrai contender pour le titre la saison prochaine. Et quand je dis un vrai contender, je veux dire C'est une des sûr. 3 équipes que tu cites en début de saison, tu vois. Mais Donc, Charlie, de toute façon, à partir du moment où tu as Luka Doncic dans ton équipe, c'est bon. non, mais pas que Luka Doncic, en fait. À partir du moment où tu as Non, Luka mais je sais Doncic bien, et mais un coach capable de on faire ce parle que Oui, JJ oui, bien Redick est en sûr. train de faire, parce que Bien tu sûr. vois, tu as parlé de la capacité d'adaptation en playoff, et c'est un truc qu'on voit depuis des années et des années. Ce qui fait la différence entre une bonne équipe de playoff et une très bonne équipe de playoff, eh bien, c'est la capacité du coaching staff à s'adapter à son adversaire. C'est tout. C'est tout le Tout à principe fait. et toute la saveur du format de playoff de la NBA. On est sur des séries, il faut s'adapter, et JJ Redick, pour le moment, montre qu'il est tout à fait capable de faire ça. Charlie, moi je pense personnellement que les Lakers, il y a aussi un autre facteur qui est à prendre en compte. Tu me dis si tu le sens comme ça ou pas du tout. Mais je me demandais si, côté Lakers, il n'y avait pas aussi le fait que cet effectif, avec Vanderbilt qui revient de blessure, Luka Doncic qui débarque dans l'effectif, et ainsi de suite, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un effet de surprise côté adversaire qui n'ont pas eu le temps de scouter cette équipe, qui n'ont pas eu le temps de savoir quelles étaient les tendances générales pratiquées par cet effectif, comment JJ Redick justement utilisait les joueurs à sa disposition. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi cet effet de surprise qui joue en faveur des Lakers et que plus ils vont jouer de matchs, plus le scouting des adversaires va leur permettre de s'adapter aux Lakers et on va peut-être voir une régression dans l'efficacité des Lakers. Si, mais en fait, d'une certaine manière, si, évidemment, ce que tu dis est tout à fait vrai. Et intrinsèquement, je suis désolé, mais quand tu regardes l'effectif des Lakers, cette équipe, c'est pas normal qu'elle soit meilleure défense de la ligue en février, en fait. C'est juste pas normal, en fait. Non, Quels que soient les. surtout pas quand tu perds Anthony Davis. Mais oui, Ça n'a aucun non, sens. mais quand tu vois que Jackson Hayes est quasiment devenu un des meilleurs pivots défensifs, tu vois, ça n'est pas normal. Donc évidemment que c'est notamment dû au fait que certaines équipes ne savaient pas à quoi s'attendre. Je pense aussi très franchement que certaines équipes les ont un peu pris, pas à la De haut. rigolade, mais voilà, Mmh. tu vois, je pense que voilà, défensivement, certains pensaient que ce serait beaucoup plus facile que ce que ça n'a été. Euh, maintenant, Maintenant, je pense quand même que JJ Redick et son staff, parce qu'il est quand même pas tout seul, montrent des vrais gages. Tu vois, c'est pas que l'effet de surprise, quoi. Il y a quand même derrière Je un suis d'accord. fond qui est très intéressant. Mais oui, oui, je suis d'accord que le contexte a pu jouer et le fait que cette équipe est, je vais dire tant changé, ça peut paraître étonnant parce que finalement, il y a pas eu énormément de changements dans l'effectif, mais il y a quand même eu un changement qui est très profond. Quand tu passes d'une équipe qui est articulée autour du duo LeBron-Anthony Davis à une équipe qui est articulée autour du duo Luka Doncic-LeBron, forcément, tu as un changement d'identité. Après, ça reste peu commun de voir une équipe comme ça changer, enfin, avoir cette espèce d'efficacité, de changer au cours de saison et d'avoir une telle efficacité d'enchaîner les victoires comme ils l'ont fait. Enfin, moi, je m'attendais à beaucoup plus de difficultés côté Lakers et ils en ont eu, hein, ils en ont eu d'une certaine mesure. Mais ça reste quand même, ça reste quand même un truc qui se passe extrêmement bien de leur point de vue, quoi. Je C'est pense que toute il y a pas l'intelligence un, de Redick pour le coup, quoi. voilà. Et Redick, pour l'instant, a toujours réussi à mettre n'importe quel effectif qu'il a entre les mains dans les meilleures dispositions possibles pour essayer de remporter la victoire. Donc, alors, voilà, la défaite face aux Nets, face aux Bucks, on peut dire que c'est dommage, mais franchement, je suis fan des Lakers. J'ai entièrement confiance dans cette équipe et comme tu l'as très bien dit, de toute façon, c'est que du bonus. T'es pas vu ce qui s'est passé cette saison, t'es pas censé forcément gagner le titre tout de suite maintenant. Là, en tout cas, tu fais pas partie des favoris. Personne t'attend obligatoirement à ce niveau-là. Ouais, ouais, voilà, c'est Clairement, ça. Si tu perds en c'est demi, pas toi l'immense favori du truc. Bon, la saison prochaine, je pense pas que ça sera le cas pour le coup. Là, ouais, quelque part, cette équipe est libérée de toute prétention à aller gagner un titre et c'est peut-être ce qui la rend aussi extrêmement dangereuse, en fait, cette équipe des Lakers. C'est qu'il y a rien à perdre.
Oui, maintenant il va quand même falloir faire. Oui, oui, pour cette saison, tout à fait. Je suis absolument d'accord avec toi. Même si LeBron ne sera pas d'accord avec moi, mais... Non, sûrement pas. Mais effectivement, c'est surtout la saison prochaine, en fait, que logiquement, qu'on va les attendre comme des favoris, en sachant quand même qu'il faudra faire les bons choix la saison prochaine, parce que là, je regarde le payroll. En fait, le problème, c'est qu'il y a plus un seul pivot dans l'effectif sous contrat la saison prochaine. Donc ça, il va quand même falloir faire des choix cet été. J'ai aucun doute là-dessus sur le Ouais, fait que ça se passe très très bien. Hein. bah oui, je suis d'accord avec toi. J'ai aussi Et plutôt les confiance. Lakers. Allez. C'est vrai, Charlie. Arrête, c'est vrai. Je dis pas ça pour être désagréable. Les Lakers, vous avez l'embarras du choix à chaque fois, quoi. C'est pas possible, quoi. Oui, mais d'accord, mais avoir l'embarras du choix, ça veut pas forcément dire faire les bons choix, tu vois. Non, c'est sûr. On a connu quelques saisons où les bons choix n'ont pas été faits du tout. Maintenant, oui, je suis d'accord avec toi. J'ai plutôt confiance et je préfère avoir l'embarras du choix et me planter plutôt que de pas avoir le choix du tout. Ça c'est sûr et certain. Ouais, on verra ça. En tout cas, la semaine prochaine, on débriefera ces rencontres. On verra si on a eu de nouvelles, enfin, il y a eu de nouvelles choses à dire sur les stratégies de JJ Redick et tout ça, et on Ouais, verra un petit peu le classement, voir où on en est. qu'on ait au moins un match sur les deux avec les deux effectifs au complet, quoi. Ah ouais, idéalement, parce que c'est sûr que ce soir on n'aura pas ça, C'est sûr, ouais. cette nuit on n'aura pas ça, mais idéalement oui, mercredi prochain, dans la nuit de mercredi à jeudi, on a vraiment une rencontre à plein régime et, euh, et on voit ce qui se passe, quoi. Tout à fait. Surtout que ça va se jouer à Los Angeles, donc il va y avoir de l'ambiance, c'est sûr et certain. Merci Charlie de m'avoir accompagné. Ah bah écoute, toujours un plaisir, hein, surtout pour parler des Lakers. T'as vu, en plus j'en ai du bien. Hein. Ouais, j'ai vu, ouais, t'avais les poings serrés, ça s'entendait, mais c'était bien. Ouais, les poings, les dents serrées, tout. Vous nous faites suer les Lakers. Vous pouvez pas nous laisser tranquille un peu là. Hein, vous pouvez pas laisser la place aux autres un petit peu. Bon, bah, ça va, on l'a laissé quand même la place. Ouais, c'est vrai. Depuis combien de temps vous avez pas gagné? De titre, bah depuis 2020. Ah oui, putain, ça y est, 2020. Oui. J'avais oublié. Ouais, on verra ça. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.